Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bienvenue pour ce rendez-vous. Voici les titres de cette édition. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, intensifie son action à New York afin de promouvoir et mobiliser le soutien à la candidature de l'Algérie à l'adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Toujours plus de lois liberticides à l'encontre des Palestiniens. Cette fois-ci, le Parlement sioniste qui s'attaque à l'éducation en adoptant une loi exigeant la conformité au programme pour l'octroi de permis de travail aux écoles. Et au Maroc, le niveau de la dette extérieure dépasse les 100 milliards de dollars selon le ministère de l'économie marocaine. Après la Suède, c'est l'éventuelle candidature de l'Ukraine à l'OTAN qui divise les membres de l'Alliance Atlantique. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, commandant suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'étude de la situation générale dans le pays et au niveau des frontières. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté ses félicitations suite à l'achèvement du complexe de trituration de graines de la wilaya de Béjaïa et sa mise en production, exprimant sa gratitude pour les efforts consentis pour la réalisation de cette usine en un temps record. Dans son message, le président Tebboune a réaffirmé le soutien total de l'État et son accompagnement de tous les projets d'investissement industriel générateurs de richesses d'emplois lancés pour contribuer à réduire les importations, le développement des exportations et la réalisation de l'autosuffisance et le développement de l'économie nationale. Nous vous le disions en titre, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a intensifié son action à New York afin de promouvoir et mobiliser le soutien à la candidature de l'Algérie à l'adhésion au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec son homologue de Trinidad et Tobago, Amiri Brown. Les deux parties ont passé en revue les voies et perspectives de coopération afin de mobiliser davantage le soutien pour la candidature de l'Algérie à l'adhésion au Conseil de sécurité, notamment par les pays de la région des Caraïbes. Le ministre Ahmed Attaf s'est également entretenu avec son homologue canadienne, Mélanie Joly. À cette occasion, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur une série de questions régionales, notamment les résultats du sommet arabe de Jeddah et les développements dans la région du Sahel et au Sahara. Et selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, le ministre Ahmed Attaf s'est entretenu aujourd'hui avec les membres de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies. Ahmed Attaf a encouragé les membres de la mission à poursuivre et à intensifier leurs efforts et à œuvrer pour que la candidature de l'Algérie à l'adhésion au Conseil de sécurité obtienne le plus grand nombre de soutiens de la part des États membres de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux instructions du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le ministère algérien de la Défense nationale a indiqué qu'une opération de destruction et d'incinération de plus de 2 tonnes de drogue saisie au niveau national s'est déroulée à Aramchi, dans la wilaya de Tlemcen, en 2e région militaire. Des quantités qui ont été saisies précédemment à travers le territoire national. L'opération s'est déroulée en présence des autorités civiles et sécuritaires locales et régionales. Elle a permis à la destruction et l'incinération d'une grande quantité de ces poisons après une opération de collecte de l'ensemble des quantités de drogue saisies au niveau national. Dans les territoires occupés de la Palestine, des vedettes de l'occupation ont attaqué les bateaux de pêcheurs palestiniens dans la mer au nord de la bande de Gaza.
La marine de l'occupation a ouvert le feu et les canons à eau en direction des bateaux de pêcheurs palestiniens, les obligeant à quitter les lieux. Des attaques qui persistent, infligeant ainsi des pertes considérables pour la profession de pêche de laquelle dépend la bande de Gaza. Palestine, toujours, l'Assemblée générale du Parlement de l'occupation a approuvé 2 projets de loi visant à renforcer le contrôle des écoles et des enseignants de la communauté palestinienne dans les territoires de 1948. Des restrictions qui s'ajoutent aux campagnes d'arrestation et d'incursion menées à l'égard des Palestiniens dans plusieurs villes du territoire. Le point avec Souila Kilal. 2 projets de loi visant à renforcer le contrôle des écoles et des enseignants de la communauté palestinienne dans les territoires de 48 ont été approuvés en lecture préliminaire par le Parlement sioniste. L'un des 2 projets de loi a été présenté par le parti Likoud, qui a exigé que l'octroi de permis de travail aux écoles soit rendu conforme au programme sioniste. Le projet de loi, qui a été introduit en tant qu'amendement à la loi sur la supervision des écoles, a été soutenu par 45 membres du Parlement et opposé par 25 membres. Il vise à obliger le ministère de l'Éducation à vérifier les antécédents de tout candidat palestinien à un poste d'enseignant et exige l'octroi d'une licence d'enseignement. L'autre projet de loi déposé par le parti de Ben Gvir prévoit la formation d'une commission autorisant le licenciement d'enseignants présumés soutenir le terrorisme ou appartenir à une organisation terroriste. Cela n'est autre, bien sûr, que la définition sioniste des activités pacifiques contre l'occupation et ses pratiques. Ces lois racistes visent à légitimer les persécutions à l'encontre des Palestiniens et permettre de manipuler les générations. La tyrannie sioniste ne s'arrête pas là. Ce jeudi, les forces d'occupation ont arrêté 38 citoyens de différentes localités de Cisjordanie occupées, dont 23 de Beit Lahm, en recourant toujours aux mêmes méthodes: attaque des habitations et destruction du mobilier, intimidation et agression arbitraire, avec utilisation de gaz lacrymogène et tirs à balles réelles. L'armée d'occupation a également procédé aujourd'hui à la fermeture de toutes les entrées du village Dar Laban Shariqiya, au sud de Naplouse, pour sécuriser le rassemblement de dizaines de colons et leur permettre de pratiquer des rituels talmudiques provocateurs. L'entité sioniste mène tranquillement depuis des décennies sa politique d'expansion des colonies et ses agressions contre les Palestiniens, tout en protégeant les colons au détriment des civils. Tout ceci devant le mutisme criant de la communauté internationale. Le volume de la dette publique marocaine a dépassé le plafond de 100 milliards de dollars au mois d'avril dernier. Les données du ministère marocain de l'économie et des finances montrent que les dettes dues par Rabat ont augmenté de 10% sur une base annuelle, ce qui représente une hausse d'environ 10 milliards de dollars sur 12 mois. Au Sénégal, le président Macky Sall opte pour un dialogue national visant à faire atténuer les tensions politiques dans le pays, et ce, à 9 mois de l'élection présidentielle prévue pour 2024. Pour Macky Sall, le maintien des institutions de l'État est nécessaire pour la protection de la nation. Le dialogue national au Sénégal voulu par le président Macky Sall s'est ouvert à 9 mois de la présidentielle du 25 février 2024. Le chef de l'État sénégalais maintient le suspense sur une éventuelle 3e candidature. Une question qui fait polémique au vu de la limitation de mandat prévue par la Constitution. Macky Sall s'est exprimé lors du discours d'ouverture du dialogue national. Il a promis la fermeté de l'État aux violences qui s'intensifient, tout en garantissant des élections pacifiques, libres et transparentes. Le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser une élection paisible, démocratique, libre et transparente, comme notre pays sait si bien le faire, y compris récemment en janvier et juillet 2022. Sur le volet dialogue politique, je vous recommande de mener les concertations de façon à consolider nos acquis démocratiques par de nouveaux consensus sur le code électoral, le processus électoral et les droits civiques et politiques.
Le dialogue a été boycotté par l'opposition sénégalaise, notamment par Ousmane Sonko, Mimi Touré, ministre candidate à la présidentielle, ou encore Déthié Fall, autre figure de l'opposition locale. Tous appartiennent à la plateforme des forces vives de la nation, F24. Cette coalition des partis politiques et d'organisations de la société civile fait barrage à un troisième mandat de Macky Sall. Cette main tendue du président sénégalais ne semble pas faire beaucoup de sympathisants du côté de l'opposition qui campe sur sa position. C'était un sujet signé Naïla Aït Hamouda. Actualité continentale toujours, en République démocratique du Congo, les 7 pays de la communauté d'Afrique de l'Est, EAS, ont annoncé avoir prolongé jusqu'au mois de septembre le mandat de leurs forces militaires chargées de réduire les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette force composée de soldats de plusieurs nationalités africaines a été déployée graduellement depuis le mois de novembre passé en réponse à une avancée des groupes rebelles. Et l'actualité au Soudan aussi, le syndicat soudanais des médecins a annoncé que 17 personnes avaient été tuées et plus de 100 blessés à la suite de violents bombardements survenus dans le district de Mayou au sud de la capitale Khartoum. Le syndicat a indiqué que le nombre de victimes continue d'augmenter, précisant que le personnel médical de l'hôpital universitaire gouvernemental de Bachayr a subi une grande pression lors du traitement des cas en raison de leur grand nombre et du manque de personnel médical. De son côté, la Maison-Blanche s'est dite prête à jouer le rôle de médiateur entre les belligérants au Soudan. Le porte-parole du département d'État américain et en marge de la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken à Oslo a déclaré que les États-Unis et l'Arabie saoudite étaient prêts à reprendre la médiation des pourparlers suspendus pour trouver une solution négociée au conflit. Mais il a souligné le besoin de montrer ce qu'il a appelé les actions sérieuses dans l'engagement de cesser le feu par les parties du conflit. C'est estropié que l'accord de Jeddah dans le cadre du conflit au Soudan a vu le jour. Les craintes des observateurs se sont avérées justes. Et pour cause, les forces armées du pays se sont retirées mercredi du processus de négociation supervisé par les États-Unis d'Amérique et de l'Arabie saoudite. Cette rupture fait grincer les dents de Washington. D'ailleurs, Blinken hausse le ton et brandit de nouveau la menace des sanctions à l'encontre des 2 parties belligérantes. La Maison-Blanche dénonce et accuse les 2 camps de mauvaise foi. Cela dit, la diplomatie américaine refuse de baisser les bras, fidèle à ses principes de médiation, à savoir le processus surpasse le résultat. C'est dans ce sillage que les États-Unis se disent prêts à revenir à la table des négociations, moyennant évidemment un engouement soudanais. Depuis le 15 avril dernier, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide se livrent une guerre sans merci, avec pour terrain d'affrontement les points stratégiques du Soudan et les grandes villes, notamment Khartoum, la capitale, El Janina au Darfour ou encore Port-Soudan. Si le conflit est interne, ses enjeux dépassent les frontières, le Soudan étant un pays charnière entre les mondes arabes et africains. Les organisations africaines telles que l'IGAD et l'UA ont elles aussi proposé des médiations, supplantées par l'Arabie saoudite et les États-Unis faisant la jonction de leurs intérêts. Pour les États-Unis, l'enjeu est de taille. Il est question, selon les observateurs, de limiter l'influence russe et chinoise grandissante dans la région, même sur les questions politiques et diplomatiques. En revanche, pour la diplomatie saoudienne, il est question d'un déploiement géopolitique nouveau, voulant par tous les moyens s'autoproclamer leader des dossiers arabes en dépit d'une diplomatie encore timide. Le numéro 1 de l'Alliance Atlantique OTAN, Jens Stoltenberg, compte se rendre en Turquie dans les prochains jours afin de plaider en faveur de l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Turquie est avec la Hongrie l'un des seuls des 31 pays de l'OTAN à ne pas ratifier pour le moment l'adhésion suédoise en raison de désaccords entre Ankara et Stockholm concernant la question kurde. Les détails avec Souila Kilal. À peine l'euphorie de sa réélection à la tête de la Turquie retombée après les félicitations venues de part et d'autre du monde entier, voilà que le président turc Recep Tayyip Erdogan subit des pressions internationales pour tenter de lui forcer la main, en quelque sorte à accélérer l'adhésion de la Suède à l'OTAN.
À partir d'Oslo, où sont réunis les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a réitéré l'appel de Washington à finaliser l'adhésion suédoise à l'Alliance transatlantique Nord. Du point de vue des États-Unis, le temps est venu de finaliser l'adhésion de la Suède. Le pays a pris des mesures majeures pour répondre à des préoccupations très légitimes et je pense que dès le premier jour, il répondait aux critères pour être membre. De son côté, Jens Stoltenberg, qui a été réélu dimanche pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de l'OTAN, a annoncé aujourd'hui à partir d'Oslo qu'il se rendait à Ankara dans un proche avenir pour plaider l'adhésion de la Suède et tenter de lever les derniers obstacles. Ce dernier a révélé s'être entretenu en début de semaine avec le président Erdogan. Dans le même sillage, le chef de la diplomatie suédoise a estimé quant à lui que son pays remplissait toutes les conditions d'une adhésion à l'OTAN et a appelé la Turquie et la Hongrie à lever leur veto. Quant à la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, cette dernière a insisté sur la nécessité d'accélérer l'adhésion de Stockholm à l'organisation transatlantique. Sweden now participates in NATO's meeting. La Suède doit devenir membre à part entière de l'OTAN dès que possible et avant le sommet de Vilnius en juillet. Principal opposant à cette adhésion avec la Hongrie, la Turquie, le seul des 31 pays de l'OTAN à ne pas encore avoir ratifié une adhésion suédoise. Erdogan bloque cette candidature en accusant entre autres Stockholm de soutenir le parti PKK, considéré par Ankara comme une organisation terroriste. C'était un commentaire signé Khirdin Batash. Et qu'en est-il de l'Ukraine, un dossier qui sème la discorde parmi les membres de l'OTAN, alors que certains plaident pour une adhésion de Kiev dans les plus brefs délais. Paris, Berlin et Washington préfèrent temporiser. Sujet d'analyse de Safwan Ben Sabri. L'Ukraine est prête à intégrer l'OTAN. Nous attendons que l'OTAN soit prête à accueillir l'Ukraine. Je pense que les garanties sécuritaires sont très importantes, pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les pays voisins, étant donné le conflit avec la Russie. Alors que le président ukrainien plaide pour une adhésion dès que possible de son pays, tous les États membres du traité nord-atlantique ne sont pas sur la même longueur d'onde. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est désormais un sujet de discorde à l'intérieur de l'organisation. Tous s'accordent à dire que la Russie ne peut empêcher l'Ukraine de devenir un jour membre de l'OTAN, mais les positions divergent quant au calendrier de l'adhésion de Kiev. Les pays de l'Est, plus proches géographiquement de la Russie et dont la puissance militaire est restreinte, militent activement pour des mesures concrètes pour l'adhésion ukrainienne. Washington, Paris et Berlin ont exprimé des réticences quant à la viabilité d'une telle initiative, de crainte que celle-ci soit interprétée par Moscou comme une entrée en guerre de l'Alliance nord-atlantique. Catherine Colonna, chef de la diplomatie française, préfère pour l'heure se pencher sur des garanties de sécurité à fournir à l'Ukraine. Pour un soutien renforcé à ce pays et aussi pour que nos pays réfléchissent ensemble aux garanties de sécurité qu'ils pourraient apporter à l'Ukraine. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN a été l'un des éléments qui a motivé la Russie à mener une offensive sur l'Ukraine. Reste à savoir si la source du conflit se transformera en solution pour la paix. Sur le terrain, la capitale ukrainienne Kiev a subi une attaque aérienne tôt ce matin, tuant au moins 3 personnes. Et en Russie, les attaques de drones se multiplient. Dans la ville russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, est visée depuis plusieurs heures par des frappes qui ont fait au moins 5 blessés selon les autorités locales. La défense russe a confirmé en fin de matinée que des combats intenses ont eu lieu à la suite d'un bombardement massif d'installations civiles dans la région de Belgorod. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.